Alors donc, à partir de maintenant, je vous pose la première question et ensuite, vous pouvez intervenir entre vous, c'est-à-dire que vous pouvez argumenter ce que monsieur ou madame a à dire, mais aussi ce qui se passe dans la salle. Alors, la première question que je vous pose, parce qu'il est question du processus de décentralisation, ce serait peut-être bon que vous puissiez élaborer un petit peu sur le terme décentralisation dans le contexte québécois. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Madame Bolduc? Et avant d'élaborer sur décentralisation, je voulais réagir d'emblée à ce que M. Proulx a dit. M. Proulx a parlé de l'immense quantité de rapports, de documents, d'interventions qui lui parviennent. Et je suis consciente que c'est probablement tout à fait exact ce que vous dites. Et là où on parlera de gouvernance vraiment décentralisée et vraiment attentive, ça m'amène, et vous l'avez dit encore une fois en tournée, il faut réinstaurer les parvis de l'Église, les parvis de l'Église. Pourquoi? Pour le dialogue. Ce que vous recevez, ce sont des interventions linéaires, des interventions qui montent d'une organisation, d'une autre et d'une autre, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue dans ces positions-là, dans ces éléments-là qui sont amenés. Et l'absence de dialogue, même si vous êtes à l'écoute de l'un ou de l'autre, l'absence de dialogue empêche qu'on bâtisse vraiment, qu'on grandisse vraiment sur des positions qui peuvent être par ailleurs, qui peuvent se rejoindre, qui peuvent faire consensus, qui peuvent amener des compromis, mais qui peuvent faire grandir les collectivités rurales. Merci, Madame Bolduc. Décentralisation? Alors, la parole sera à M. Proulx. Terme décentralisation, vous avez parlé de crainte et d'optimisme. Peut-être élaborer un peu là-dessus. Bien, je crois que le dialogue existe, peut-être pas de la qualité qu'il faut, mais le dialogue existe. En termes de décentralisation, nous n'avons jamais eu autant d'instances, des comités, des commissions, des conseils. Il y en a énormément. On met les rapports Non, on ne met pas les rapports sur les tablettes. Bon. C'est pas les rapports, c'est pas seulement les rapports. Même à l'intérieur d'un groupe qui fait un rapport, le groupe, les gens ne s'entendent pas nécessairement parfaitement non plus. Il y a beaucoup d'intérêts diversifiés. Maintenant, les instances, nous en avons beaucoup. Des commissions, des comités, des tables, etc., à l'échelle locale, à l'échelle MRC, à l'échelle régionale et aussi à d'autres découpages. Maintenant, je pense que les gens échangent beaucoup. Est-ce qu'ils échangent de la bonne manière? Est-ce qu'ils échangent de façon créative? Est-ce qu'ils échangent de façon cognitive? Est-ce qu'ils apprennent des choses en échangeant? Ça, c'est une autre histoire. Mais les gens échangent. Moi, mon observation de la réalité de ces échanges-là qui existent un peu partout, sur les différentes instances où nos élus municipaux sont partout, et d'autres types aussi de regroupements de société civile, etc., je pense tout simplement que ces mécanismes-là manquent un petit peu de diversité. C'est toujours les mêmes gens qui s'assoient aux mêmes tables, aux mêmes endroits, ou à peu près. Ça manque un peu de diversité. Je pense qu'il faudrait mélanger les genres davantage. Évidemment, ça créerait des conflits, ça créerait des chocs, mais ça créerait peut-être aussi un peu plus de créativité, puis d'imagination, puis des nouvelles. Moi, c'est ce que je crois. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. C'est ce que je crois. Il me semble qu'il faudrait mélanger davantage sur les multiples tables qui existent. Monsieur Maltais. Merci. Je vous sens un peu, M. Proulx, comme le Christ entre deux larrons pour l'instant. Pour moi, la décentralisation, si on attaque d'entrée de jeu cet élément-là, ça m'a toujours fait sourire ou j'ai toujours eu des craintes là-dedans parce que quand on décentralise, il me semble que le gouvernement a soit plus les ressources pour exécuter ses programmes ou rendre des services au niveau du public ou veut préserver en ne décentralisant pas certains éléments. Je vais vous donner simplement quelques exemples là-dessus. Le territoire agricole, ça appartient plus aux élus, ça appartient au gouvernement, point. C'est à la commission. Il y a des raisons pour ça, on peut les comprendre, mais si à chaque fois où il faut poser un poteau à territoire agricole, on a un problème, il faut retourner à la commission, c'est un peu fou. La gestion des cours d'eau,
Ça a été transféré ou décentralisé vers les MRC notamment. Alors, cette gestion de cours d'eau-là, c'est le risque, en somme, que le gouvernement a transféré. On connaît effectivement les incidents qu'il y a eu, notamment au niveau de Charlevoix-Est, et les autres municipalités régionales ne sont pas nécessairement à l'abri de cela. La loi sur les mines, on ne la décentralise pas pour une raison bien simple, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans le fond du panier. La gestion des baux de villégiature, c'est la même chose. On l'a décentralisé, mais on a retenu 50 des revenus. Alors, quand on parle de décentralisation, pourquoi ne décentralise-t-on pas, comme il le faut, plutôt que de préserver certains éléments qui fait qu'en somme, on transfère certains pouvoirs, mais on transfère l'ensemble des responsabilités sans aucune espèce de ressource. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Oui. Madame Bolduc, je pense que vous voulez réagir là-dessus. Bien, en fait, sur la décentralisation, sachons qu'on trouve seulement ce qu'on cherche, puis on entend bien ceux qui disent qu'on veut entendre. Et quand on réfléchit à la décentralisation, effectivement, c'est quand on perd des moyens d'agir, qu'on donne à d'autres des responsabilités qu'on a de la difficulté ou qu'on n'est plus en mesure d'assumer. Sur les instances, les organisations, les structures, on a la structurite aiguë au Québec. Soyons-en conscients, il y en a assez de structures, mais on peut faire énormément mieux avec celles qu'on a actuellement, notamment les MRC, notamment. Et quand on parle de décentralisation, moi, j'attends 3 choses de l'État en matière de décentralisation, 3 choses importantes. D'abord, rendre accessible une expertise neutre au service de la société. On s'est donné ça comme société dans les années 60. On s'est donné une fonction publique qui réfléchissait au bien collectif. Maintenant, on a un ministère des Ressources naturelles qui ne se parle plus entre les différentes directions et qui sont au service des entreprises et des compagnies minières et des compagnies forestières. On a un ministère de l'Agriculture qui n'a que de clientèle les agriculteurs, alors que c'est l'ensemble de la société qui est touchée. La santé est gérée pour et par les médecins. On a besoin d'expertise répartie dans les milieux, dans les communautés, au service de la population, au service de la société. Premier élément de décentralisation. Deuxième, donc répartir les compétences et avoir des compétences au service des collectivités. Pour ça, bien, il y a des instances régionales dans les différents ministères, mais il y a surtout des instances territoriales qui peuvent être mises à contribution. Accompagnement, à partir du moment où les expertises sont réparties sur les territoires, que cette expertise-là servent non pas à dicter les conduites, mais à accompagner les populations et les communautés. Voilà une autre façon de décentraliser le fonctionnement et de donner une réelle dimension à une action locale, citoyenne, territoriale. J'ai d'autres commentaires, je les ferai tantôt. Ça vous interpelle, M. Proulx, ça? Oui, bien écoutez, moi je vois ces paroles. Ajouter de l'expertise, ça veut dire des coûts. Ajouter l'expertise, ça veut dire des coûts. Actuellement, le gouvernement n'est pas dans... Ben oui, Mme Bolduc, qu'est-ce que vous... Videz Québec, mettez-en dans les régions. Vous allez voir que de l'expertise au service des citoyens, ça change la vie. Mme Bolduc, il faut se rendre compte d'un fait. L'expertise au sein du gouvernement du Québec n'a pas été renouvelée au cours des 10 dernières années. C'est vrai. Le fameux virage qu'ils n'ont pas fait, ils l'ont fait pareil. Hein, le fameux virage, l'ingénierie, là, voilà. Ils l'ont fait pareil, sauf que ils ont arrêté d'en parler. On n'a pas remplacé les ressources humaines. On manque énormément d'expertise dans à peu près tous les ministères. Donc, c'est quand même... Moi, je suis d'accord à ajouter de l'expertise, mais il y a un coût. Est-ce qu'on veut taxer? Si on veut taxer, on taxe qui? Bon, voilà la question. Là, deuxièmement, vous parlez des instances. Oui, moi, je veux bien ajouter de l'expertise dans des instances, mais lesquelles? Si je la mets dans la vôtre, c'est lui qui va réagir. Si je la mets dans la vôtre, c'est lui qui va réagir. Tout le monde... Le consensus, c'est que ne pas ajouter dans une instance. Comme ça, les autres ne réagissent pas. C'est ça qui est le consensus. C'est check l'autre, finalement. Hein? Check l'autre. C'est ça qu'on fait au Québec. On check l'autre. Alors, maintenant après ces paroles un peu défaitistes, il faut considérer que le rôle que l'on joue au ministère, c'est un rôle très positif. On écoute, puis on veut réformer, puis on veut avancer des choses, puis on veut ajouter de l'expertise, puis on veut renforcer les instances. C'est bien ça qui est la finalité numéro 1 du projet de loi sur la décentralisation, c'est de renforcer les territoires, puis renforcer les instances. Mais une fois que ceci est dit, dans un beau discours qu'on se fait applaudir, le comment le faire est pas mal plus complexe.
Merci, M. Proulx. Alors, à partir de maintenant, si vous permettez, on va aller aussi dans la salle. Madame, en avant, vous avez un micro. Et n'oubliez pas de vous identifier encore une fois. Alors, bonjour. C'est très intéressant comme débat. J'adore ça. Moi, je suis une gazelle, donc dans une arène au lion. J'ai eu un peu peur quand vous avez parlé d'arène au lion, là. Mais disons que je pense que c'est possible. Vous êtes madame? Marie-Joëlle Brassard, je suis directrice de la recherche et développement au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Alors, c'est très stimulant ce que vous nous dites. Maintenant, quand on regarde au niveau des coopératives, on a, nous, on regroupe en fait, on concerte des secteurs coopératifs, des regroupements coopératifs dans tous les secteurs d'activité, de telle sorte qu'on se ramasse avec beaucoup de dossiers actuellement sur la forêt de proximité, l'agriculture de proximité, l'habitation pour aînés soutenue par la communauté et les coopératives de santé qui créent beaucoup de débats. Et puis, on se retrouve avec des gens dans les communautés qui veulent gérer collectivement puis avoir le contrôle de leur développement, de leur entreprise collective. Et puis, souvent, ils arrivent pour la mettre en place, puis ça ne fonctionne plus. Ou encore, ils la mettent en place. Et je vais vous donner l'illustration des coopératives de santé. En 2003, des coopératives de santé, il y en avait 5. En 2008, il y en avait 37. Et aujourd'hui, en 2013, il y en a 54. Les coopératives de santé, le docteur Hébert ne veut rien savoir des coopératives de santé. Et puis, les hauts fonctionnaires ont comme mandat de les encadrer et de les étouffer pour carrément ne pas leur permettre de continuer à exister. OK? Je sais que je suis rough là, dans ma façon de parler, mais c'est quand même ça. Donc, il a mis en place un groupe de travail sur les coopératives de santé. Et puis, lorsqu'on est allé leur présenter les coopératives de santé, c'était pas un dialogue qu'il y avait là. Tu avais l'impression de passer au tribunal. C'était assez épouvantable comme discours. Deuxième exemple de ça, les énergies renouvelables, avec notamment les éoliennes, ministère des Ressources naturelles et Faune qui nous fait une espèce de comité de travail pour nous écouter. Et puis là, quand on dit, bien écoutez, là, ce qu'il nous faut, là, c'est une stratégie de développement régional avec des soutiens, des mesures qui correspondent à une prise en charge par les communautés. Ils nous ont répondu que ce n'était pas leur mandat de faire du développement régional. Avez-vous une question? Bien, en fait, moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas tant la question des expertises. N'y a-t-il pas plutôt des commandes et des orientations qui proviennent des ministères, des hauts fonctionnaires et qui empêchent finalement la réalisation puis l'émergence des initiatives citoyennes? Merci. Est-ce que... Oui, M. Maltais? Moi, j'aurais quelque chose à dire, mais on va essayer d'aller au-delà un peu du débat. Moi, je pense que le rapport qui existe entre deux ordres de gouvernement, parce qu'il y a un ordre de gouvernement qui s'appelle le gouvernement provincial et un ordre de gouvernement qui s'appelle le gouvernement municipal. Il n'existe pas de partenariat entre ces deux ordres-là. Et il devrait y avoir ce type de partenariat-là. Le rapport qui existe entre les deux, c'est un rapport de tuteur à pupille. C'est aussi clair que ça. Tant que cette perspective-là ne sera pas changée et ça ne sera pas amené vers un véritable partenariat, ça ne changera rien à l'attitude du rapport entre les deux gouvernements. Tant que ça ne sera pas fait au niveau de la mentalité, soit des élus au niveau de l'État et des élus au niveau des municipalités, rien ne changera. Alors, c'est ça, à la racine, qu'il faut absolument changer. Merci, M. Maltais. Est-ce que M. Proulx ou Mme Bolduc veut ajouter quelque chose là-dessus? Non? Ça va? Alors, nous allons à quel endroit? Oui, monsieur? Oui, bonjour. Denis Charlebois, je suis conseiller municipal de Val-David. Puis le débat qu'on a présentement est un débat qui pose la question de quel devrait être le rôle de l'État, puis comment l'État devrait-il intervenir. Avant de poser ma question, je voudrais faire une remarque en rapport avec la présentation que M. Perrier a faite, puis qui était une très bonne présentation, très, très riche, très stimulante. Je voudrais intervenir sur le scénario numéro 4. C'est un scénario qui m'apparaît comme étant très important parce que ça correspond à une certaine tendance qui pourrait devenir un peu lourde dans la société dans laquelle on est, à savoir la privatisation
du domaine public. Puis, effectivement, quand on regarde présentement, je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles à Radio-Canada, bien, il y a un groupe au niveau de l'ensemble canadien qui pose la question de la légitimité de l'impôt, de l'imposition. Ça, c'est une chose qui intervient. Donc, on dit l'impôt ne devrait pas exister. L'impôt, c'est du vol. Il y a des gens aussi qui misent sur la création d'espaces privés à l'intérieur d'un territoire qui, lui, est public. Il ne faut pas aller loin. À Val-David, on a ce qu'on appelle aux États-Unis des gate towns. Puis les gate towns, ce sont justement des espaces privés qui ont leurs propres règles et qui fonctionnent d'une façon autonome et qui ont besoin quand même d'un support de l'État. Puis ça, c'est une tendance qui est... Moi, j'ai été en Nouvelle-Angleterre, du côté du Massachusetts. C'est très en vogue, c'est très développé. Puis à Val-David, on connaît le phénomène. Je pourrais vous donner le nom là, d'un gate town qu'on a à Val-David. M. Proulx a parlé du fait que quand il soit des rapports, ce qui l'a frappé au niveau de son entrée au ministère, c'est la multiplicité des interventions, des intérêts. Dans quelle mesure le fait qu'on ne mette pas assez l'accent sur le fait que l'État devrait être au service du bien commun, dans quelle mesure est-ce que le fait de ne pas mettre l'accent sur le fait que l'État devrait être au service du bien commun, que cela ne constitue pas un handicap par rapport à la façon qu'on a à intervenir sur la multiplicité des intérêts. Puis moi, j'aimerais qu'on le fasse de plus en plus, puis dans une perspective justement de projet de société. Parce que si on se réfère à la naissance du Parti québécois dans les années 68-70, il y avait l'idéal d'indépendance, mais il y avait aussi, collé à l'idéal d'indépendance, un projet de société, puis on a eu tendance à le mettre de côté, puis si on le faisait ressurgir, on se rendrait compte du fait qu'on aurait peut-être justement des éléments d'intervention qui nous permettraient de régler beaucoup de problèmes qu'on peut avoir présentement. Je pense que vous avez posé une question. Oui. OK. Alors, Mme Bolduc, je crois... Monsieur Proulx d'abord. Bien, il n'y a peut-être pas de projet de société, mais il y a un modèle de société. Puis le modèle est là, il évolue. L'État a toujours été présent. Même avant que l'État existe, il y avait des interventions ou une certaine intervention faite à l'égard des territoires. L'exploration du vaste territoire qu'on appelait à l'époque le Canada ou la Nouvelle-France. Il y avait quand même des actions à l'égard des territoires. Le régime municipal a été mis en place au 19e siècle. C'était quand même une intervention très importante. On a eu un régime scolaire, on a eu un régime agricole, une première politique agricole il y a déjà très longtemps. Alors, ça fait longtemps que l'État intervient sur le territoire et ils ont intervenu encore davantage depuis les années 60, avec la création des régions administratives, des MRC, etc. Maintenant, l'État voudrait continuer. Il y a des modèles, il y a des stratégies très explicites qui ont été utilisées puis qui ont été suivies pour intervenir sur les territoires. Et l'État voudrait continuer, mais dans cette continuité, on recherche un nouveau modèle ou une nouvelle formule ou une nouvelle stratégie. Elle est très difficile à trouver, ce que vous appelez le projet de société en regard des territoires. Elle est très difficile, pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'intérêts qui ne veulent pas bouger ou avoir un petit peu plus, surtout pas moins. Alors, vis-à-vis cela, c'est extrêmement difficile pour l'État de faire ce que Mme Bolduc appelle les arbitrages. Parce que les joueurs qui sont sur la glace ne veulent pas d'arbitre. Alors, c'est ce que je veux exprimer. C'est pas les documents, on les lit, puis on les comprend, puis on les synthèse. Et on voit la réalité. C'est pas parce que c'est trop complexe, c'est la complexité des intérêts. C'est difficile. Et on le voit, regardez les journaux, vous le voyez tout de suite. Alors, puis ça, c'est pas de la faute des Québécois. On en est rendu là comme société. Et on en est rendu là comme projet. C'est que c'est extrêmement difficile de faire évoluer le modèle. Mais ceci étant, il ne faut pas se décourager. Puis il faut quand même lancer des nouveaux projets de loi. C'est ce que le nouveau gouvernement vient de faire depuis 6 mois. A lancé plein de nouveaux projets de loi dans plein de secteurs d'activité. Parce que le nouveau gouvernement, il veut faire avancer le Québec. Mais on va avancer du pas que les Québécois sont prêts d'avancer. Et ce pas-là, j'ai bien l'impression qu'il n'est pas si énorme que ça. Au niveau individuel, oui, on veut tous la révolution. Mais au niveau collectif, on veut rester en place. Merci, M. Proulx. Mme Bolduc, je pense que vous vouliez réagir. Oui, en fait, M. Maltais, sur le plan de gouvernance locale versus provinciale ou nationale, a mis le doigt sur un élément, la tutélisation d'un des paliers de gouvernance. Mais il reste qu'en bas, on a tendance aussi à mettre les citoyens sous tutelle. Je reviens au dialogue. La clé,
elle va être dans le dialogue. Je regarde la dernière rencontre sur les redevances minières, dialogue de sourds s'il en est un, et vous parlez d'intérêt, absolument. Et les citoyens sont encore là. Vous savez, hier, on s'est fait dire qu'on était méfiants et qu'on était contradictoires, et c'est encore là un bel exemple de ce qu'on est fondamentalement et sur lequel on doit travailler, chacun pour soi, mais collectivement. C'est qu'on est très content qu'il y ait une minière qui vienne nous faire travailler, qui fournisse des emplois avec des bons salaires. On ne veut pas qu'ils défassent notre territoire, on ne veut pas qu'ils défassent notre environnement. Et ces minières-là, quand elles se sont présentées au Forum sur les redevances minières, bien, elles parlaient fort, très fort. Puis on les a laissées parler très fort. Alors que, et c'était vraiment un dialogue de sourds. On arrive dans un cul-de-sac. Changez rien, la formule, bonifiez un petit peu, est très bonne. Finalement, on n'avance pas, vous avez raison. Je ramène le focus sur les citoyens. Je ramène le focus sur les personnes. Et on part de loin, là. Ça ne changera pas dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années. Quand on a fait la tournée, vous nous avez parlé de construire les citoyens pour édifier la société de demain. Je pense qu'il y a là une clé pour contrecarrer les contradictions qui sont les nôtres. Travailler déjà sur la citoyenneté, l'appartenance à une société, plutôt que le développement d'individus très individualistes, et des gens qui sont partie prenante de l'ensemble et qui ne sont pas sous tutelle du professeur, de l'employeur, de la grosse entreprise, du maire, du préfet de la MRC ou du ministre. Mais faire des citoyens qui participent de part entière à la société, c'est la base. Parce qu'on va rester. On ne change pas notre façon d'agir, on n'est plus dans le dialogue. Quand on n'est pas dans le dialogue, on n'est pas dans l'écoute de l'autre. Et on n'est pas dans l'écoute de l'autre, on n'avance plus. Vous avez raison, on fait du surplace. Dans les changements de politique, dans les changements qu'on ne fait pas en politique, dans la répartition des expertises, j'étais au ministère de l'Environnement. C'était plus facile d'engager 6 personnes au bureau du sous-ministre que d'avoir un technicien sur le terrain. Ça fait que c'est bien de valeur, mais l'expertise, là aussi, elle s'enrichit à certains endroits, mais elle ne se répartit pas. Merci, Mme C'est bon, merci. Merci. peux, Alors, oui, une réaction de M. Maltais? Oui, bien, je peux simplement dire des choses. Il y a quand même des modèles qui existent ou des choses qui se sont faites qui sont correctes. Je donne 2 exemples au niveau régional et au niveau local. Vous n'êtes pas sans savoir que le modèle de l'administration des pactes ruraux par les élus est un modèle qui a fait ses preuves. Et peut-être que là, il y a, puis ça a été déjà proposé, je pense, par Solidarité rurale, par vous-même, si je ne m'abuse. Alors là, je pense qu'il y a comme un creuset à l'intérieur duquel on peut travailler. Je me rappelle que dans la MRC, on avait un problème épouvantable de cohabitation entre des nouveaux arrivants ou les gens qui sont en promenade pendant 50 ans de temps, il faut s'entendre, et également les producteurs de porc. On avait toute une problématique sur le plan des senteurs, une problématique sur le plan des contaminations, une problématique sur les individus qui étaient du cru et non du cru. Et finalement, on a réussi à régler cette affaire-là avec des solutions qui sont novatrices, non seulement en ayant des élus sur place, en ayant des contestataires, en ayant également des producteurs et des syndicats. Ça se fait, mais je pense qu'il faut simplement se donner la peine de le faire dans un cadre qui est correct et convenu de tous. Merci. Monsieur. Oui, bonjour. Yvon Pesant, maire de Saint-Marcel-de-Richelieu, MRC des Mascoutins. C'est un commentaire, c'est plus à titre personnel et ça s'adresse particulièrement à M. Proulx, que j'ai déjà eu le privilège de rencontrer en d'autres circonstances. La décentralisation. Quand je suis rentré au ministère de l'Agriculture en 1974, géographe de formation et conseiller en aménagement, on parlait de quoi? De la décentralisation qui s'en venait et de la régionalisation qui était à nos portes, avec des responsabilités qui étaient pour incomber à du monde plus près des citoyens, avec les citoyens, et ainsi de suite. On est rendu en 2013 et on parle encore de même maudites affaires. T'sais. En quelque part, il faudrait peut-être que ça avance. Cela dit, parce que moi, il faut que j'enlève mes lunettes pour lire. Hier, on a eu aussi l'occasion de rencontrer et de discuter avec M. Lelièvre, votre ministre en passant,
Et un des sujets qui est venu sur la table, c'était la fameuse politique agroalimentaire, parce qu'on est dans un territoire agricole et on attend cette politique-là. Le rapport Pronovo a été déposé au début de l'année 2008. On devait avoir une politique au printemps 2008. Et hier, M. Lelièvre, parce que M. Gendron l'avait dit pour le printemps 2013, hier, M. Lelièvre dit peut-être pas 2013, peut-être que ça va aller au printemps 2013, peut-être que ça va aller à l'automne. Puis ça, on a connu ça avec le Parti libéral du Québec, des reports de semestre en semestre et compagnie. C'est pas ça qu'on attend en passant. Hier aussi, je faisais référence à la voiture manuelle. C'est dans une présentation qui nous avait été faite par M. Bourque, on avait une belle voiture transmission automatique qui était au parc. Bon. Je pense que les Québécois ont changé le gouvernement pour justement faire en sorte qu'on embraye en quelque part. Changez le véhicule, prenez une voiture manuelle, mettez-vous au neutre, nous autres, on va pousser, puis à un moment donné, si vous embrayez, le moteur va partir sa compression. Je voudrais qu'on arrête. Monsieur, excusez, Maltais faisait référence au cours d'eau et des trucs comme ça. On s'assoit aux mêmes tables de bassins versants et compagnie, puis on parle des mêmes choses depuis 30 ans, 40 ans et compagnie. Là, on a notre suprême voyage de ces comités, en tout cas de tous ces rêves, moi je disais COCO, là, coordination, collaboration et ainsi de suite. Là. Je veux dire, on est temps de passer à l'action. Là. Merci, M. Pesant. Alors, M. Proulx, je pense que vous avez Bien, rapidement, le droit de parole. Moi, je suis assez d'accord avec M. Maltais qui dit qu'on ne part pas de zéro, puis on a fait des grandes choses au Québec. On a fait des grandes choses. Actuellement, on est en train de faire un virage environnemental, un virage du développement durable, qui est énorme. Hein. Ce qu'on vit actuellement au Québec depuis une dizaine d'années et qui va se poursuivre, c'est énorme, le virage du développement durable. Et ça veut dire que le gouvernement est obligé de normer. On a la loi sur le développement durable, bien sûr, mais on ajoute des normes un peu partout. Et les gens sur le terrain sont envahis par les normes, puis ils s'en plaignent. Mais il faut faire le virage environnemental, puis on essaie de le faire le mieux possible. Maintenant, vous dites aussi les reports de loi. Vous dites exactement ce que je dis. C'est qu'il est tellement difficile de réformer au Québec, étant donné la grande diversité des intérêts, que le gouvernement est obligé de reporter, puis de remettre au lendemain, parce que sinon, c'est des tollés sur la place publique. Et comme c'est des élus qui veulent être réélus, bien, ils vont avec la pédale douce. Et si vous seriez à leur place, probablement que vous feriez la même chose. Ben, attendez de voir. Maintenant, le troisième point, c'est la décentralisation. Vous avez parfaitement raison. Mais quand le gouvernement du Québec a créé les municipalités au 19e siècle, regardez la loi des cités et villes, le code municipal, toutes les responsabilités étaient possibles. L'État québécois était tout petit à l'époque. Tout petit. Les dépenses municipales, ça a bien été démontré par le rapport Parizeau qui a fait pour l'UMQ en 1986. Les dépenses municipales étaient de loin beaucoup plus importantes que les dépenses de l'État. Mais pourquoi qu'on a centralisé? Pour des raisons X, Y, Z. Et maintenant, on est dans un processus de décentralisation. On est avancé considérablement. On a créé les régions administratives, les conseils régionaux, les directions régionales des ministères, les MRC, les CLD, etc. On a renforcé les agglomérations urbaines il y a 10 ans pour justement les rendre plus aptes à recevoir des responsabilités. Mais maintenant, le gouvernement ne peut pas aller plus vite que les élites locales et régionales. Il ne peut pas aller plus vite. Prendre des responsabilités, ce n'est pas si simple que ça dans un contexte, oui, dans un contexte complexe. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Maintenant, écoutez, je suis un chantre de la décentralisation, puis si j'ai pris le mandat d'essayer de faire une loi actuellement, c'est parce que j'y crois énormément. Mais en même temps, les contraintes, ils sont là. Mme Bolduc veut réagir. Pardon. C'est bon. Mais entre la mollesse des uns et la dictature des autres, parce qu'il faut bien le dire, on est entre les deux, là. Mais ça les dictateurs sont à Ottawa. Cela dit, ceux qui prennent les décisions actuellement les prennent à leur bénéfice. Et là, on a un grand brassage à faire sur la manière dont on prend les décisions. On est rendu là. C'est là où on appelle le dialogue. C'est là où on appelle le citoyen engagé. C'est là où on a besoin de former notre citoyen actuel et futur. C'est là où on a besoin de cohérence. Parce que, et c'est vrai que c'est difficile de prendre des décisions quand quelqu'un
vit en équilibre sur la décision qui va le maintenir en place ou qui va le faire tomber. Mais ceux qui prennent les décisions et ils les prennent dans le sens où ils vont rester le plus longtemps possible en place, pas nécessairement au bénéfice de la société. Ce qui a été riche, et vous avez parlé du Parti québécois, à cette époque-là, il y en avait des débats, il y en avait des discussions, il y en avait des débats ouverts où on faisait grandir des idées, à même des opinions qui pouvaient ne pas être les mêmes. C'est peut-être le temps d'avoir ce genre d'événements-là, comme les États généraux du monde rural l'ont été en 91. Ça a été un coup de barre, ça a été un coup de fouet pour dire la ruralité, elle a le droit d'être là, on a le droit d'exister, on a le droit d'être différent, puis d'être prospère à même la différence. 20 ans plus tard, 22 ans plus tard, on est peut-être rendu là, sur la base de la décentralisation, sur la base, justement, pour donner un souffle nouveau aux communautés rurales. On déposait un avis, on rendait public hier un avis où c'est précisément ce qu'on propose. Pas nécessairement une grand-messe, mais des débats, des discussions pour faire mieux, pour aller plus loin avec des structures qu'on peut modifier, avec des événements, avec des facilitateurs qu'on peut rendre accessibles. Le gouvernement a un grand mandat, celui d'établir des objectifs qui sont le plus collectifs, qui répondent aux plus grands bénéfices collectifs possibles. Il a aussi maintenant, je le pense, le mandat qu'on ait les moyens à hauteur des territoires et des collectivités. Et nous, comme citoyens, on a le mandat de s'en mêler, on a le mandat de se renseigner, de s'instruire et d'agir pleinement comme citoyen. Merci, Mme Bolduc. Alors, je vous rappelle la question, quel doit être le rôle de l'État dans le processus de la décentralisation? Et nous avons encore un merveilleux 10 minutes qui nous appartiennent. Madame. Dominique Forget, conseillère à Val-David. Alors, je vous ramène à hier avec le premier conférencier, M. Bourque, qui a élevé beaucoup de controverses, mais qui disait qu'au Québec, on est passé d'un consensus social à la recherche de l'unanimité sociale. Je trouve que, M. Proulx, vous nous l'avez superbement démontré. Avec les conséquences de la recherche de l'unanimité sociale, on arrive à l'immobilisme. Puis pour moi, l'immobilisme, c'est le contraire de l'innovation et de la créativité. C'est le contraire d'avancer. Là, je m'adresse particulièrement aux élus dans la salle. Moi, quand j'entends que les élus sont là parce qu'ils vont agir en fonction de leur prochain mandat, ça me fait lever les poils sur les bras. En tant qu'élu, puis je suis certaine que c'est la majorité pour la majorité d'entre nous ici, on va comme élus parce qu'on a des visions, on a des valeurs. Et c'est à nous, en tant qu'élus, puis particulièrement dans les communautés, parce qu'on a du pouvoir, c'est à nous d'agir avec détermination, même s'il y a de l'opposition dans nos communautés. C'est à nous d'agir pour avoir un monde plus vert, plus libre et plus équitable. Merci, Madame. Oui, où est-ce qu'on sent... Ah, M. Proulx, vous voulez réagir? Non, moi aussi, je Vous êtes d'accord? Oui, mais moi, je peux un peu réagir parce qu'on a parlé des élus. Et j'en suis un, donc. C'est vrai ce que vous dites, que les élus devraient réagir en fonction de valeurs, en fonction des missions, en fonction des idéaux. Malheureusement, la première année de mandat, ça va très, très bien. Ma quatrième, c'est un peu plus difficile parce que Voilà. Non, ça, c'est une réalité à laquelle il faut être bien conscient. C'est dommage, mais c'est comme ça. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Je pense... Enfin, laissez-moi finir mon exposé. Je vais peut-être vous revenir ou aller vous appuyer dans votre démarche. Il est clair que les élus, du moins pour certains, n'ont pas tous les mêmes valeurs et ne comprennent pas leur rôle ou leur responsabilité de la même manière. Et ça induit ou ça occasionne une série de distorsions à l'intérieur des conseils municipaux. Et cette distorsion-là devrait être, dans une certaine mesure, à mon sens, à mon aidri. OK? Parce qu'il y a des gens qui savent pas ce qu'ils font là. Je m'excuse, mais ça arrive. C'est malheureux, mais ça arrive. Mais that's life, en bout de ligne. Et on devrait, effectivement, avoir
un développement ou un système de développement d'expertise à l'intérieur même des conseils municipaux, puisqu'ils doivent être généralistes. Ils ne peuvent pas être spécialistes, c'est impossible. Et ils doivent exercer un jugement en fonction du bien-être des citoyens puis de la prestation de services excellents. C'est ça leur rôle. Mais malheureusement, leur rôle n'est pas toujours perçu de la même manière ou n'est pas toujours assumé de la même manière au niveau des conseils municipaux. Et ça, c'est un problème. Bon, merci, M. Maltais. Gaston Plante, petit commentaire et une question. Pour le monde rural, il y a deux mots qui reviennent souvent, c'est décentralisation et modulation. On considère souvent ces deux concepts-là comme des solutions. Et quand je regarde ça un petit peu de l'extérieur, j'ai l'impression que ça traduit un malaise. Ça traduit un énorme problème du fait que l'État est obèse vers le haut puis anémié vers le bas. Et tant et aussi longtemps qu'on va travailler sur des dossiers de décentralisation et de modulation, on ne s'attaquera pas au cœur du problème. Le cœur du problème, je ne sais pas comment solutionner ça, parce que quand on a développé un modèle un peu sous la forme d'une royauté où tout est près du roi ou de la reine, puis qu'il y a besoin de tous ces sujets autour pour prendre des décisions, c'est difficile de changer le modèle. Mais dans la question qui s'en vient, il y a deux modèles que je voudrais vous soumettre. M. Maltais a soulevé celui du pacte rural. 1000 municipalités au Québec qui ont 1000 situations différentes. Le pacte ne règle pas tout, mais au moins, il a approché les solutions en déléguant des budgets, des responsabilités. L'autre, c'est un pays qui s'appelle la Suisse, qui a à peu près la même population que nous. Et savez-vous combien de fonctionnaires travaillent au niveau fédéral, donc central? C'est 200 à peu près. Et toutes les responsabilités s'en vont vers le territoire. Donc, si on approche, ma question arrive, si notre approche, c'est de dire, on recherche le bien commun, comme disait un prédécesseur, on recherche le mieux-être des citoyens de leur communauté, si on part de ça, ne serait-il pas possible de re-questionner l'État, de dire petit à petit quels sont les gestes qu'on peut faire pour s'approcher d'une meilleure réponse aux solutions. Parce que quand ça va vers le citoyen, vers les élus locaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et il n'y a pas de mauvaises décisions. Mais les mauvaises décisions sont assumées localement, puis les mauvaises décisions au plan local ne sont pas moindres que celles qui sont occasionnées par l'État. Quand c'est l'État, il y a toujours moyen de camoufler. Localement, bien, on vit avec ces décisions. Donc, ma question, serait-il possible d'aller vers un modèle où la fonction publique est au service des citoyens, pas juste au service de l'appareil, et où on dégraisse sans couper? Moi, je pense qu'on peut garder les postes, les amener le plus près possible du citoyen et mettre à contribution des réseaux d'éducation supérieure, réseau de la santé. C'est tout du monde qui travaille pour nous, au lieu de les mettre dans des couloirs séparés, les mettre ensemble. Merci, M. Plante. Monsieur Proulx, d'abord, peut-être que les deux autres intervenants veulent répondre à cette question. Oui, le principe de décentraliser les ressources humaines près des utilisateurs, c'est le principe fondamental de la décentralisation, et je pense que tout le monde est pour. La politique est l'art du possible. Hein? La politique est l'art du possible. Et croyez-moi, l'équipe qui est actuellement en place, peut-être que l'équipe d'avant était aussi volontaire, mais je la connaissais moins. L'équipe qui est en place actuellement depuis 6 mois est très volontaire et elle veut faire des choses. Sauf que la politique est l'art du possible. Ce n'est pas parce qu'ils veulent nécessairement conserver le pouvoir pour conserver le pouvoir. Ils sont au pouvoir, ils veulent changer les choses, mais ils sont face à des difficultés importantes. Et comme la politique est l'art du possible, bien, ils reculent sur certains dossiers. Puis peut-être qu'on va voir encore des reculs dans le futur rapproché. Maintenant, je n'ai pas d'autre chose à dire que cela. C'est pas simple de faire avancer l'État québécois ou le modèle québécois actuellement. Monsieur Maltais? Je vais un peu parler dans ce sens-là, mais je vais revenir aux normes. Et ce qui est assez surprenant quand ces normes nous proviennent du haut, c'est qu'on utilise généralement la première définition des normes, qui sont des prescriptions techniques qui sont imposées à des élus ou à d'autres. Alors qu'il y a une deuxième définition des normes qui me plaît moi, beaucoup plus. C'est essentiellement ce qui est convenable par les partis. Et c'est ça, je reviens encore à mon truc de partenariat tout à l'heure, et c'est ça qui est au centre, qui est au cœur du débat.
Madame Bolduc. Simplement pour dire, Monsieur Plante, que c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait d'expertise, la répartition des compétences dans les milieux pour un meilleur accompagnement. Ça vise, entre autres, l'appareil étatique, les instances gouvernementales. Vous savez qu'il y a des bureaux du ministère de l'Agriculture qui ferment dans les communautés rurales parce qu'on va concentrer les activités dans les villes. Alors, trouver l'erreur. Mais cela dit, cette expertise-là, cet accompagnement-là, ce savoir-là qu'on rend disponible, ça permet aussi de remonter les besoins, de remonter les enjeux, plutôt que de les faire descendre tout le temps. Ça permet d'avoir des politiques plus cohérentes. On en a appelé de la cohérence actuellement. C'est un rôle majeur du gouvernement central, mais la cohérence des politiques, on peut la faire à partir d'une gouvernance basée sur le principe de participation des citoyens. Alors, je pense qu'on se rejoint parfaitement sur la nécessité d'avoir accès à des expertises localement et des expertises pas au service d'intérêt, mais au service collectif. Merci, Madame Bolduc. Nous allons prendre une dernière intervention. Madame. Bonjour Valérie Laberge, je suis une exodée urbaine qui a fait le choix de vivre dans une communauté, dans la magnifique communauté de Petit-Saguenay. Donc, ça existe en passant. Et je veux dire, on parle de toutes sortes de choses. On parle de mettre de la décentralisation pour avoir des experts au niveau local. On parle que pour être capable de faire une décentralisation, il faut savoir comment faire les choses et tout ça. Moi, je peux vous dire que si on a une vision de faire de la décentralisation, pour être en mesure de réaliser cette vision, il faut s'appuyer sur les opportunités, sur ce qui existe déjà. Et des jeunes experts qui font le choix d'aller vivre dans le milieu rural, ça existe, il y en a. Il faut s'en servir, il faut le reconnaître. Et aussi, j'aime beaucoup la recommandation 16 qui dit de soutenir le transfert des connaissances issues des laboratoires ruraux. Il y a plus de 30 laboratoires ruraux qui ont eu cours au cours des dernières années, qui ont fait des expériences sur des façons de faire, et ce sont des experts ruraux qui ont travaillé là-dessus. Maintenant, il faudrait que ce soit reconnu et utilisé dans la décentralisation, parce que ce ne sont pas seulement que des fonctionnaires qui sont des experts et qui peuvent nous aider à faire avancer notre Québec. Merci beaucoup, Madame. Je vais vous laisser chacun 30 secondes pour conclure sur ce que devrait être le rôle de l'État dans le processus de décentralisation. Je vais commencer par M. Maltais. Bien, merci. En 15 secondes, considérons que c'est un point de départ pour décentraliser non, j'ai dit vraiment. 30. 30, bon, oui. Moi, je trouve que le débat a soulevé les points fondamentaux et les opinions qui étaient très tranchées de temps à autre. Mais il a surtout servi à la fin d'élaborer ou d'identifier certaines pistes de solutions qui, à mon point de vue, ne sont pas toutes là, mais au moins, il y a un gabarit qui est en train de se dessiner. Je souhaite bonne chance, M. Proulx, dans vos efforts. C'est pas simple, d'après ce que vous nous avez dit. Mais je pense qu'il y a quelques idées et quelques modèles qui ont été signalés ici qui pourraient éventuellement vous inspirer. Merci, M. Maltais. M. Proulx? L'État a une politique territoriale ou une politique à l'égard de ses territoires depuis toujours, notamment au Québec. L'immensité territoriale est telle qu'on a toujours eu une attitude face à nos territoires et on va continuer d'en avoir une, j'en suis persuadé. Et dans cet esprit-là, le monde rural québécois s'est drôlement bien positionné au cours des années 80, notamment avec les États généraux de 91. Et vous avez un excellent groupe de pression. Vous faites des mémoires, vous faites des études très intéressantes. Le dernier avis est magnifique. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a longue vie au monde rural québécois parce qu'ils vont se faire entendre par l'État et l'État va répondre intelligemment vis-à-vis les revendications du monde rural, ne serait-ce que pour être élu. Merci, M. Proulx. Madame Bolduc, le mot de la fin. Merci, M. Proulx. Et en passant, on n'est pas seulement une organisation, un groupe de pression, on est aussi instance conseil auprès du gouvernement. Cela dit, je suis contente d'entendre que vous appréciez. Cela dit, on a effectivement plusieurs solutions qui ont émergé aujourd'hui, mais on a une loi sur l'occupation et la vitalité des territoires.
un des plus grands défis de cette loi-là, c'est de la faire percoler dans tout l'appareil gouvernemental. On a dit à Solidarité rurale, on jugera l'arbre à ses fruits. Et moi, je lance 2 messages. 2 messages, un à l'État, un aux citoyens. À l'État, faites confiance. Faites confiance au milieu, faites confiance aux instances que vous avez instaurées. Faire confiance. 2e message, donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps et parlons-nous. Et ça, c'est entre nous, les citoyens. Cela dit, moi, je suis assez heureuse de savoir qu'il y a un sous-ministre qui s'occupe de décentralisation. Puis j'ai espoir qu'on arrive à faire quelque chose. Alors, merci infiniment. Bravo à nos débatteurs. Nous avons eu droit à un grand brassage d'idées grâce à nos débatteurs, grâce à vous aussi, mesdames, messieurs. Alors, la preuve que nous sommes capables de faire des débats de façon totalement civilisée. Et il y a où il y a des idées, jaillit la lumière. Alors, merci infiniment à M. Marc Urbain-Proulx, sous-ministre associé aux régions. Merci infiniment à M. Bernard Maltais, préfet de la MRC de Charlevoix-Est. Et merci infiniment à Mme Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale.